Salut à tous, du coup, on est ravis d'être avec Alexis ce midi pour partager un projet, je crois, assez cher au Design Studio de Conto. Vous êtes du coup super nombreux là à être inscrits et je vais du coup faire une petite intro le temps que tout le monde arrive. Vous êtes déjà plus de 100 sur le live là. Donc déjà, je voulais donner un petit mot à tous les membres de The Product Crew avec qui j'ai pas encore échangé depuis la rentrée et vous dire un grand merci. Déjà parce que jamais la communauté TPC a été aussi vivante et active. Là, le partage de connaissances s'est accéléré de fou depuis ces derniers mois et ça va encore s'intensifier ces prochaines semaines. Du coup, là-dessus, bravo aux dizaines de contributeurs actifs qui font redescendre le savoir dans la communauté et qui en font bénéficier tous les milliers de membres. Donc ça, vraiment gros merci à vous. Et du côté des news, j'ai une petite info à vous partager, du coup, c'est que TPC s'ouvre aux professionnels de la data. Et on est absolument convaincu en fait qu'il y a une convergence de ces métiers avec le product et le design et que ça va s'accentuer dans les années à venir. Et l'idée qu'on avait derrière ça, c'était de pouvoir libérer la connaissance dans ce domaine pour toute la communauté. Donc j'espère que vous pourrez bénéficier de toutes ces ressources et que ça vous aidera aussi à grandir professionnellement. Je vais partager mon petit écran et pour ceux qui ne connaissent pas du coup The Product Crew, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous, juste vous dire que voilà, on est une communauté au service des products, des designers et maintenant des data people de la scène tech en France. Notre objectif, c'est de libérer le potentiel des membres. On a cette mission-là, principalement aujourd'hui, c'est notre obsession. Et comment on essaye de le faire? De trois manières principalement. Déjà, on connecte les membres entre eux avec des meet-ups, des talks, pas mal d'événements de networking. On a eu un apéro à la rentrée assez cool avec tout le monde. Aussi, de vous aider à progresser dans vos skills avec des webinars comme celui-ci, des workshops, des grosses ressources techniques qu'on envoie tous les mois sur les différents métiers. Et enfin, en accélérant concrètement la carrière des membres via les sessions de recrutement. Et là-dessus, pour vous dire un petit mot dessus, on a aujourd'hui 400 startups partenaires qui nous updatent en continu sur leurs besoins. Et en fait, ça prend 5 minutes pour s'inscrire et vous pouvez avoir jusqu'à 10, voire 15 matchs dans le mois. Je vous ai mis du coup les startups partenaires, quelques-unes en tout cas, qui bossent avec nous sur ce format. Et donc, si vous voulez vous inscrire, on vient juste de lancer les inscriptions d'octobre pour Open Candidates, du coup, la session du mois d'octobre. Il y a un peu deux approches. Soit vous êtes en train de recruter, et donc vous pouvez le faire en tant que recruteur, nous updater sur vos besoins et on vous connecte avec les membres de la communauté, ou participer en tant que candidat au sprint. Et dans ce cas-là, ce sera le lien de gauche. Et Pauline est en train de vous mettre dans le chat les liens pour lesquels vous ayez à les recopier manuellement. Voilà, pour la petite intro, on est vraiment très nombreux, je crois, là sur ce live, donc ça fait trop plaisir. Merci à tous d'être là. Je vais donner la main du coup à Alexis pour le contenu. Juste un mot avant, il m'a présenté pendant environ 25-30 minutes le thème pour lequel vous êtes venus, donc cartographier son livre grâce aux visual specs. Et dans la foulée, vous pourrez lui poser vos questions. Donc n'hésitez pas sur le chat, partagez avec tout le monde vos questions. Et comme ça, on va pouvoir un peu les upvoter, tout le monde va pouvoir réagir. Et ça va être un petit bazar pour nous de prioriser derrière les questions, mais au moins, on va pouvoir tous voir un peu les questions que tout le monde pose, échanger en même temps et voilà, et avoir un échange cool avec Alexis dans la foulée. On enchaîne du coup. Alexis, je vais te laisser partager ta presse. Tu peux prendre la main et à toi de jouer. Avec plaisir. Merci Mathias pour l'introduction. Je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran? Super. OK. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. Le sujet principal, c'est la cartographie de son expérience utilisateur. Et je vais vous présenter en quelques slides, en essayant d'être assez condensé et précis, pourquoi on a priorisé ce sujet au sein de l'équipe Product Design chez Conto et ce qu'on a mis en place. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Alexis Riols, je suis expert Product Designer chez Conto. J'ai 10 ans d'expérience dans le product design et dans l'univers de la tech. J'ai commencé chez Deezer, le service de streaming musical, où je suis resté 5 ans. Ensuite, j'ai découvert d'autres startups, notamment Comet, qui est une plateforme de matching de freelance, et plus récemment Ornicar, une auto-école en ligne. À chaque fois, je faisais du product design dans ces startups, et j'ai rejoint Conto il y a 2 ans en tant que product designer. Je vais vous présenter rapidement comment est organisée l'équipe Design Studio chez Conto. On a une équipe dédiée Design Studio
dans laquelle on regroupe différentes expertises, donc le product design, le brand design, l'UX copy, donc tout ce qui est copywriting, et le design system. Pourquoi on a ce design studio? C'est pour favoriser l'échange entre les designers et avoir une expérience visuelle end-to-end de la communication sur les réseaux au website en passant par l'in-app. On est transverse au sein de l'équipe product design car on est product et design, donc on est aussi rattaché en partie à l'équipe produit. L'équipe produit chez nous qui est composée aujourd'hui de 175 personnes et il y a principalement, ça regroupe les product managers, les product designers, les copywriters, le product marketing. Donc toutes ces expériences-là composent notre équipe produit. Comment est composée l'équipe produit? On est répartis en squad, un peu à la Spotify. Chez nous, ça s'appelle des cross-functional teams. Et ça permet d'avoir des équipes dédiées qui travaillent sur chaque partie du produit. Pour vous donner un tout petit peu de vision là-dessus, chaque équipe a son scope. Et en gros, on lance une fonctionnalité dans chaque équipe toutes les 6 semaines en continuous delivery. Pour vous parler du sujet qui nous intéresse ici, c'est l'expérience utilisateur et pourquoi il faut prioriser l'expérience utilisateur qui est au cœur de toute conception. Et notre travail, c'est de la conception. Je vais commencer par quelques questions. Si vous avez en tête, juste en y pensant rapidement, quelques exemples ou connaissances de création assez complexes avec différents parcours qui s'entremêlent et tout ça en formant une expérience cohérente. Je vais moins vous aborder des exemples design, comme le redesign du métro par Vignelli, par exemple, ou un design d'expérience dans un aéroport, qui peuvent être des sujets complexes et qui répondent à ces 3 questions. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient un peu plus à cœur et qui est plus personnel. C'est Le Seigneur des Anneaux, qui est une œuvre littéraire, et notamment la cartographie qui a été mise en place par Tolkien au démarrage pour créer cette expérience finale. Le gros learnings ici, c'est qu'il a commencé par la cartographie avant même de rédiger les user stories ou les histoires des héros. Pourquoi? Pour visualiser le parcours end-to-end et mapper les différents points importants dans le parcours. À partir de là, il a pu créer et plugger là-dessus les différentes histoires de chaque héros et comment elles vont venir s'intercaler et les différents parcours que vont avoir les héros avec les touchpoints, etc., dans l'expérience globale. Ce qui lui permet d'avoir une histoire riche, assez bien construite, clairement, et de ne pas avoir on va dire de bugs dans l'expérience. Maintenant, si on imagine ça et si on scale ça à un produit, dans Le Seigneur des Anneaux, on a 6 personnages principaux, 5 ou 6. Là, si on reporte ça à plus de 300 000 utilisateurs, on comprend l'importance d'avoir une cartographie, de créer un parcours. Avec 300 000 utilisateurs, on a 300 000 besoins différents, on a 300 000 parcours potentiellement différents, bien sûr, avec des factorisations. Mais on a aussi des besoins différents à chaque point du parcours. D'où l'importance d'avoir une cartographie. Donc, pourquoi on a créé cette cartographie et pourquoi c'est important plus spécifiquement pour nous en tant que product designer et d'équipe, pour avoir une source de vérité à jour pour toute l'équipe produit. Pas seulement pour l'équipe product design, mais pour l'équipe produit au sens large. Ce qui permet d'avoir une connaissance plus érudite de l'application, que ça soit un product marketer, marketing, un product manager, un product designer, ce qui permet de débuter les projets avec une current situation qui reflète la production, et ce qui permet pour nous, au day-to-day, de récupérer facilement des parcours complexes qu'on aurait du mal à récupérer en production pour des raisons de sécurité, pour des raisons de paiement, par exemple, etc. Et au cœur de cette cartographie, il y a les visual specs. Pour nous, c'est un élément clé, c'est ce qui va venir composer toute cette cartographie. Qu'est-ce que sont les visual specs? C'est les spécifications de conception, donc qui peuvent être visuelles ou fonctionnelles, qu'on va livrer aux développeurs pour créer la fonctionnalité. Dans les spécifications visuelles, il va y avoir tous les détails de conception de l'interface, les couleurs, la police, les composants, les états,
les icônes, les illustrations. Il va y avoir aussi les textes, traductions dans différentes langues, etc. Et il va y avoir la partie spécification plus fonctionnelle sur les parcours, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrive, les comportements des objets en fonction des différents rôles, des différents plans des utilisateurs, les différentes règles d'affichage et les différentes conditions. Tout ça chez nous, ça crée le document de spécification. Pourquoi on a priorisé ce sujet en interne? Principalement, je vais parler de notre mantra, principalement. Chez nous, c'est être right first time. Ça veut dire faire la bonne chose du premier coup. Il y a un principe un peu sous-jacent à ça, c'est une citation assez clé, le temps c'est de l'argent. Donc si on fait la bonne chose du premier coup, on ne disperse pas son temps et on est plus efficace. Notre but, concrètement, c'est de ne pas avoir de retour en arrière dans la chaîne de production. On est organisé comme une chaîne de production dans une usine. On va conceptualiser la feature, on va la challenger avec les faisabilités techniques, et ensuite, on va livrer cette feature à des développeurs qui vont la construire. Et l'idée, chez nous, c'est de ne pas avoir de retour en arrière, de ne pas passer d'une phase de build à revenir sur une phase de spécification. Le but de ça, c'est de délivrer des features de qualité à la fin pour nos utilisateurs. Et il y a aussi une notion de scale-up, parce qu'on est une scale-up, c'est de construire une chose une fois et pour la réutiliser 10 fois après, potentiellement, ou la revendre 10 fois. On a analysé du coup les différents points de friction. On a des tables chez nous pour loguer les différents points d'alerte sur les projets. On commençait à avoir beaucoup d'alertes liées aux spécifications. Donc, on a analysé toutes ces alertes et on a défini les principales alertes, principales catégories d'alertes. Donc, notamment le manque de certains comportements, certaines conditions, certains états pour les développeurs, le désalignement souvent entre les specs et la production, parce qu'on commence avec des écrans qui ne reflètent pas la production. Donc, à la fin, qui ont un delta avec la production qu'il faut patcher. On a eu pas mal aussi de soucis de clés de copie, par exemple, manquantes, des petits détails quand on crée les écrans, mais qui impactent beaucoup la production après. Et certains edge cases qui n'étaient pas forcément pris en compte parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne les a pas, etc. En pratique, je vais vous présenter maintenant ce qu'on a mis en place suite à l'analyse de ces différents points de friction. Ce qu'on avait avant, pour commencer. Donc avant, on avait des spécifications visuelles sur Figma créées par les designers et on avait des spécifications fonctionnelles créées par les product managers sur Notion. Donc on avait déjà deux éléments différents qui spécifiaient l'expérience globale, finale. Ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé une seule source de vérité. On a réuni les spécifications visuelles et les spécifications fonctionnelles, donc les product designers et les product managers, au sein d'un même espace dans Figma. Et aujourd'hui, ce qu'on crée, c'est une expérience complète avec toutes les spécifications visuelles et fonctionnelles dans le même document, ce qui permet de faciliter, de ne pas avoir de désalignement, d'éviter les désalignements potentiels et de faciliter aussi l'intégration derrière en ayant toutes les informations quand on build la fonctionnalité. En détail, si je focus un tout petit peu plus sur les différents aspects qui composent ces spécifications visuelles, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé un espace dédié. Donc, chez nous, c'est une équipe dans notre organisation propre à Figma. Après, ça peut être autre chose dans une autre organisation. On a créé une équipe dédiée donc, qui s'appelle Visual Spec. Et à l'intérieur de ce folder, on va avoir tous les sous-folders par squad. Donc, chaque squad est en charge de son folder, est garante des fichiers et de la mise à jour des spécifications visuelles. Et ensuite, à l'intérieur, on a des spécifications pour le mobile et pour le web, pour chaque fonctionnalité qui compose le périmètre de l'équipe. Si on zoome un tout petit peu plus dans les fichiers, comment on a structuré nos fichiers, le but, c'est d'avoir une compréhension globale
en un coup d'œil du macro au micro. Donc, on commence avec toute la user experience qui est listée dans les pages. Donc, chaque page correspond à un flow de la fonctionnalité. Ensuite, on a le user flow dans le document en top. Et à l'intérieur de ce user flow, pour chaque step du user flow, on a l'écran principal avec toutes les fonctionnalités, avec toutes les spécifications fonctionnelles. Et en dessous, toutes les variations de cet écran possibles, avec pareil les deltas sur les spécifications fonctionnelles qui vont varier par rapport à l'écran principal. Si on zoome sur un écran maintenant, comment ça se compose? L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une seule source de vérité. Donc, pareil, l'écran, on a toutes les specs visuelles de la part du designer, tous les composants qui vont qui vont créer cet écran. Et en regard de ça, on a toutes les specs fonctionnelles créées par le designer et le product manager qui s'appliquent à chaque élément. Donc, toutes les règles, les textes où on va récupérer la data, comment on l'affiche, est-ce qu'il y a des clés des clés de translation, etc. Donc, on a tout qui est listé en regard des specs visuels. Petit disclaimer, d'un point de vue design, on a un design system, donc on n'a pas besoin de spécifier tous les états de tous les composants. Ici, on spécifie juste les composants qu'on utilise et après on se réfère au design system et aux guidelines pour avoir les différents états des composants. Quand est-ce qu'on crée ces spécifications et qu'on update ce projet de spécification visuelle, de master, on va dire, de spécification visuelle? On a défini, enfin, on a mappé la timeline d'un projet d'un point de vue product et design, et on a défini un touchpoint pour justement updater ces spécifications visuelles et créer cette source de vérité globale toujours à jour. Chez nous, on a 4 grandes phases. On a l'analyse de valeur. C'est un document créé par le product designer et le product manager. Une fois qu'on a clôturé cette analyse de valeur, on passe à l'analyse de la faisabilité technique avec des workshops avec les développeurs pour s'assurer que ce qu'on imagine est réalisable et réaliste. Et une fois qu'on est tous alignés sur une target solution, on va passer à la phase de spécification, aussi bien product que design. Et là, on va créer tous les écrans clés de l'expérience avec les spécifications rattachées. Une fois qu'on a toutes ces spécifications, on fait une revue d'équipe entre PM, designer et développeurs pour s'assurer qu'on est tous sur la même page, bien alignés, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, etc. Une fois que cette revue est faite et que les spécifications sont approuvées par tout le monde, on passe en phase de build d'un point de vue développeur. Donc, on délivre les specs aux développeurs. Et pendant cette phase de développement, nous, d'un point de vue product design et product manager, on va updater le fichier source des specs, donc le folder visual spec. Et on va mettre à jour les différents écrans avec les nouvelles spécifications, les nouveaux éléments, etc. Ensuite, on a défini en amont des success métriques pour driver ce projet. Et on a analysé ces success métriques. Donc, ce qu'on a défini en success métrique, c'est de faire grandir l'équipe sur la compréhension d'expérience, ce qui est peu traquable, mais où on a quand même quelques insights. On arrive à avoir quelques insights. La deuxième success metric, c'est de rendre nos spécifications précises pour éviter les retours en arrière. Donc là, on va traquer les retours de QA principalement et les retours dans la chaîne de production, bien sûr. Et la dernière métrique, c'était de ne pas augmenter le temps alloué à créer et maintenir les spécifications, ce qui est un vrai challenge en tant qu'équipe. Et là, pareil, on va regarder le lead time qu'on a en phase de spécification.
Donc, sur la notion de métrique, sur faire grandir l'équipe et la compréhension de l'expérience, on a collecté pas mal de feedback, et notamment le fait qu'aujourd'hui, on commence à intégrer les visual specs comme un matériel d'onboarding pour les nouveaux product designers et les nouveaux product managers, pour comprendre et visualiser l'expérience complète. Ces visual specs sont aussi une source pour le customer support, pour écrire et alimenter les articles de FAQ, s'il y a besoin de mettre des screenshots, d'écrire le flow utilisateur et les différentes actions possibles et réalisables par l'utilisateur. Et le dernier point, c'est elles servent aussi à produire les représentations du produit en marketing. Par exemple, sur le website, quand on a besoin de présenter une fonctionnalité, on vient piocher dans les visual specs pour avoir l'expérience produit et l'intégrer et la présenter. La deuxième success metric, c'est éviter les retours en arrière. Donc là, c'est un peu plus facile à traquer. Du coup, on a mis des logs sur les retours de QA. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en un mois, donc un mois d'adoption, c'est très court pour une équipe de 175 voire 200 personnes. Et on a déjà une baisse de retour de QA en un mois. Pas significative, c'est pas du 50%, mais on a déjà quand même une première étape de baisse de retour. Donc, ce qui est déjà un premier pas dans le succès. On a parallèlement des retours positifs de l'équipe de développement sur la qualité des spécifications transmises et fournies. Et on a aussi une implication des développeurs qui est de plus en plus croissante pour mettre à jour les spécifications qui peuvent encore être décorrélées de la production. Parce que c'est quelque chose qu'on met au day-to-day, qu'on met en place sur chaque nouveau projet, pas sur les anciens, pour ne pas rebuild un projet complet qui nous prendrait 3 mois. Et on a encore quelques trous dans la raquette sur d'anciens parcours. La dernière success metric, c'était peut-être la moins évidente, de ne pas augmenter le temps alloué pour créer et maintenir ces spécifications. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le temps avait quand même baissé. À la base, on voulait juste ne pas l'augmenter, maintenir le lead time. Et au final, il diminue un tout petit peu. Pourquoi c'est le fait de créer une synergie entre le produit et le design. Concrètement, on ne crée plus des visual specs de notre côté en tant que designer en se posant plein de questions. On ne crée plus des specs fonctionnels côté product manager. De son côté, on fait tout ensemble, et ce qui, in fine, permet de gagner du temps en travaillant en collaboration dès le début. Ça nous permet d'aller plus vite en équipe que tout seul. Et ça nous permet d'avoir aussi une compréhension plus fine des besoins et des challenges de chaque collaborateur, que ce soit designer, product designer ou product manager. J'ai une petite série de points qui sont clés et potentiellement, s'il fallait les retenir, ça serait ceci. Pour nous, le vrai point clé, c'est avoir une seule source de vérité. Pas deux ou trois sources de vérité dispatchées dans différents endroits. Ça facilite la compréhension, l'échange, la collaboration de tout le monde, entre product manager, product designer, copywriter, développeur. Et à la fin, c'est un gain de temps. Créer un mapping de l'expérience, pas juste une bibliothèque d'écran. Pour nous, c'est le point aussi assez clé. Ça sert pour l'onboarding, ça sert pour la compréhension aussi en phase de développement, d'où je viens, où je vais, etc. Donc, c'est un point assez clé. Dédier du temps, c'est quand même un facteur très important. Pour une équipe, il faut consacrer du temps à ce sujet. L'important, c'est de le faire à chaque fin de projet, sur chaque nouveau projet. Nous, on a pris le parti pris de ne pas tout refaire d'un coup, mais de le faire en continuous improvement, ce qui marche plutôt bien. Et le dernier point clé, c'est le travail en équipe. Ça permet clairement de créer de l'ownership sur les fonctionnalités et sur l'expérience, in fine. Et l'entraide, ça permet de gagner du temps. On ne travaille plus chacun dans son coin, mais on travaille en collaboration, et à la fin, on crée une expérience plus qualitative. Et
Et voilà pour la présentation. Merci à tous de m'avoir écouté. Et Canon, s'il y a des canon, questions, canon. avec plaisir pour y répondre. Yes, bah alors Alexis, je te préviens, il y a beaucoup de questions. Du coup, petit disclaimer à tous, évidemment, on n'aura pas le temps d'y répondre à toutes, mais juste avant le live, on discutait avec Alexis et il a accepté de créer un Notion où en fait, on va prendre toutes vos questions et y répondre. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on vous enverra le replay sur un Notion avec les réponses à toutes les questions. On va en prendre évidemment là maintenant, hein, on va répondre à certaines questions, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des questions, Alexis, sur la partie vraiment organisationnelle, comment vous structurez l'équipe, comment vous collaborez. Il y a des questions sur vos nomenclatures, il y a des questions sur le choix des outils. Et du coup, je vais commencer par donner la parole à Kevin Bellard. Pauline va t'activer ton micro. Kevin, tu as posé plusieurs questions, un peu sur tous ces thèmes, justement. Donc, je trouve intéressant de te donner le micro si tu veux avoir l'occasion de les poser directement à Alexis. Ensuite, je vais accélérer un petit peu et les poser directement à toi, Alexis. Mais voilà, peut-être c'est cool d'avoir quand même un petit échange ou deux avec les gens du public. Est-ce que Kevin, tu as pu activer ton micro? Alors, je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, top. Vas-y, je t'en prie. Super. Ouais, du coup, je me demandais, quand tu parlais notamment du document de spécification, vu que tu parles de copywriting, etc., je me demandais combien de personnes vont intervenir sur ce document. Est-ce que c'est un travail qui va être juste sur le designer d'une feature, son PM, et est-ce que d'autres personnes vont intervenir de l'équipe design, par exemple, pour mettre en place justement ce document de spécification? OK, complètement. Alors, nous, ce qu'on fait pour le démarrage de chaque fonctionnalité sur lesquelles on va travailler, on travaille dès le début en collaboration. C'est-à-dire, on est organisé en équipe et au sein de cette équipe, il y a des copywriters, des product managers, des product designers. Et donc, potentiellement, quand on va tirer une fonctionnalité et le travail sur une fonctionnalité, on va travailler tout de suite en collaboration avec un product manager, un product designer et un copywriter. Donc, in fine, quand on crée, on participe à tous les workshops et à toutes les phases de conception de la fonctionnalité jusqu'à la solution finale. Et in fine, quand on crée cette documentation, enfin cette spécification, on travaille vraiment à trois sur la spécification. Donc, le product manager va forcément focus sur la partie écrire les specs fonctionnels avec toutes les conditions d'usage, etc. Le product designer va focus sur la partie visuelle en s'assurant qu'on ait bien tous les écrans, tous les éléments, etc. Le flow complet. Et le copywriter va focus sur la partie clé de traduction, tous les bons textes, review les textes pour être sûr que c'est bien la version finale, etc. On a aussi une dernière compétence qui intervient. Souvent, c'est les brand designers pour la partie création de visuels. Donc, pareil, les brand designers créent les visuels en étroite collaboration avec les PM et les product designers et la copie, forcément. Et ils interviennent aussi pour s'assurer, notamment dans la revue des specs, qu'on utilise bien les bons visuels au bon format, etc. Ok, très clair. Si je peux rebondir juste sur un autre élément, dans mon expérience, les PM sont plutôt très attachés à tous leurs outils de mise en place de la connaissance, que ce soit Confluence ou Notion, ce genre de choses. Comment comment votre équipe, vous avez réussi à convaincre les PM d'abandonner ça pour passer sur Figma, qui n'est pas forcément un outil qui leur est dédié au départ? Alors, ça a été très simple. Pour être très honnête, en fait, on l'a fait dans l'autre sens. C'est qu'on a eu plein de retours de mauvaises spécifications ou de spécifications incomplètes de la part des développeurs et plein d'alertes aussi sur le fait qu'ils avaient deux sources de vérité. Ils ne savaient pas potentiellement, des fois, le flow correspondait pas, enfin, ou la suite d'écran ne correspondait pas à ce qui avait marqué fonctionnellement dans le déroulé de la feature sur Notion. Et du coup, c'est ces alertes-là qui nous ont permis, on va dire, de réfléchir au sujet en termes d'équipe, de se réunir et de définir la meilleure stratégie. Donc, pour nous, c'est Figma. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être Notion, ça peut être l'inverse. Mais pour nous, c'est vrai que c'est Figma. On a ouvert Figma, du coup, au product manager et ça marche très bien. Ok, C'est pareil, eux, ça leur permet aussi de mettre les mains aussi de s'approprier aussi la solution finale, qui est principalement chez nous des écrans, et du coup de pouvoir vraiment venir spécifier chaque comportement et être sûr
qu'à la fin, on va créer l'expérience, enfin en tout cas développer l'expérience avec les bonnes règles liées aux bons éléments. Top, merci. Du coup, je rends la main. C'était toutes mes questions. Merci, merci. Je reprends la main. Du coup, merci Kevin pour ta question. Très cool. Et je propose qu'on donne le micro à Clémence Pietto si tu es en condition de parler. Parce que tu avais plusieurs questions assez intéressantes. Tu as des questions sur la QA, sur d'autres questions sur les specs de Figma. Du coup, Pauline est en train de te donner l'accès. Est-ce que tu peux nous parler, Ouais, Clémence? c'est bon, merci. Bien. À toi de jouer. Effectivement, j'avais plusieurs questions, notamment sur la partie sur la QA. Quel est le lien que vous faites entre les designers et les développeurs QA? Comment ça se passe cette partie-là? J'avais aussi une autre question sur la collaboration entre les designers et les PM. Donc, vous avez choisi Figma comme outil pour écrire toutes les specs. Est-ce que les PM écrivent directement sur Figma? Parce que habituellement, il n'y a pas forcément cet enjeu d'édition pour les PM sur Figma. Et par rapport aux specs, comment vous organisez du coup, comment les PM organisent les user stories, puisque habituellement, pour ma part, ils écrivent les specs à l'intérieur des user stories. Comment vous gérez ça? Complètement. Alors, OK. Donc, dans l'ordre, pour la partie QA, chez nous, on n'a pas d'équipe dédiée à la QA. C'est chaque squad qui fait sa QA. Donc, product manager, product designer et développeur. Une fois qu'on release sur notre environnement de test la fonctionnalité, on va la QA en équipe. Donc, avec chacun son focus, comme pour la création des specs, la partie fonctionnelle et l'enchaînement du flow, et être sûr que ça s'adapte bien. On a les bonnes informations pour chaque rôle, chaque plan, etc. Chaque pays même. Pour la partie product manager, la partie purement visuelle et interaction, c'est le main focus pour nous, product designers. Et la partie code, avec des phases de review de code pour la partie développeur. Ça, c'est pour la partie QA. La deuxième question, je suis désolé, je l'ai déjà oubliée. Non, désolé, c'est moi qui ai dit tout en même temps. La deuxième question, c'était sur le fait que du coup, les PM se retrouvent à écrire, enfin à éditer sur Figma. Est-ce qu'ils éditent directement? Est-ce que vous avez un fichier avant ou ça se fait directement sur Figma? Et comment vous gérez le fait? Je ne sais pas comment ça fonctionne chez Conto. Est-ce que les PM ont l'édition sur les fichiers Figma? Complètement. Alors, pareil, pour nous, on travaille en équipe. Donc, c'est vraiment, du coup, on alloue au product manager de pouvoir éditer le Figma, sachant que ce qu'on va délivrer à la fin, c'est de la responsabilité de l'équipe. Donc, l'équipe, c'est-à-dire, ce n'est pas juste la responsabilité du product designer d'avoir les specs clean, c'est la responsabilité de l'équipe. Aussi bien dans la phase de review, par exemple, avec les développeurs. S'il y a un trou dans la raquette à la fin, c'est aussi une responsabilité d'équipe en se disant pourquoi on ne l'a pas spoté avant quand on a fait la phase de review. Et pareil pour les product managers, s'il y a des choses incomplètes ou s'il y a des écrans qui bougent entre la phase de review et après, potentiellement, c'est pas que de la faute d'un product manager, parce qu'il a les droits d'édition, c'est la responsabilité d'une équipe au global. Donc, du coup, on n'a pas trop de soucis là-dessus. On part vraiment du principe de donner l'ownership aux gens et de les responsabiliser. De ne pas être trop enfantin là-dessus avec chacun son périmètre et le fait de ne pas empiéter dans la zone de l'autre. Ok, merci. Et juste ma dernière question, et je vois que aussi quelqu'un a rebondi là-dessus, sur le fait comment vous gérez les sprints avec les tickets. Qu'est-ce que vous écrivez dans les user stories? Alors, les sprints avec les tickets, on ne fonctionne pas vraiment en méthode de sprint. Du coup, on a des user stories qui sont définis en amont lors de la phase de la value analysis. Donc, on répond à toutes ces user stories avec les spécifications. Et par la suite, des fois, on crée des épiques pour splitter une grosse fonctionnalité. Et là, du coup, on va délivrer in fine des spécifications pour chaque épique. Et chaque épique va venir override l'épique d'avant. Donc, on aura les spécifications pour l'épique 1 qui est peut-être le flow de création. L'épique 2, ça va être le flow d'édition qui va potentiellement impacter la partie création.
Et là, on va recréer des spécifications visuelles pour l'édition en mettant à jour la partie création. C'est pourquoi on a gardé les projets, les fichiers dans chaque équipe et on a créé un fichier master, entre guillemets, de visual spécification pour venir toujours updater avec les dernières spécifications de l'équipe les différents parcours liés au scope de l'équipe. Ok, merci beaucoup pour tes réponses. Trop cool, merci Clémence. Du coup, on va passer à Maxime Blaise. Tu as posé pas mal de questions et ça a fait écho à d'autres personnes qui ont posé un peu des questions similaires entre justement Figma et Notion et aussi le fait comment tu gères ton agenda politique à l'intérieur des équipes pour pousser un peu l'utilisation de l'adoption d'outils. Et tu avais encore d'autres questions, je crois, Maxime, que j'ai peut-être pas en tête là. Du coup, on te donne le micro si tu veux avoir l'occasion de les poser directement, Alexis. Oui, alors là, je pense qu'on doit m'entendre. Effectivement, après, Clémence a posé déjà une paire de questions que j'avais. Mais effectivement, ouvrir l'accès à Notion, à Figma au PM, ça a quand même un coût. Ça revient sur le fait d'avoir un nouveau site sur Figma. Donc, quand on commence avec une organisation un peu grosse où il y en a 6, 7, 10, 15 PM en plus, ça a un coût supplémentaire. Et du coup, comment gérer un peu ce côté politique pour dire, au fait, est-ce qu'on peut m'allouer le budget d'ouvrir 15 sites supplémentaires sur Figma alors que Notion remplit déjà le travail de spec et du coup d'intégration de Figma aussi dans Notion. Comment vous avez géré ça en interne? Alors, pour nous, c'est pareil, c'est assez simple. C'est le fait de réduire le nombre de retours en arrière. Typiquement, on réduit le nombre de frictions, on réduit le nombre de retours dans les projets et le coût d'un retour en arrière avec le salaire d'un product manager, d'un product designer et de développeurs, des développeurs qui vont attendre la mise à jour, enfin l'update des specs finales avec les bonnes spécifications. Ça veut dire de la bande passante qui stagne, si on le prend typiquement en termes de chaîne de production. Donc, on bloque la chaîne de production à la fin pour un retour en arrière. Donc, ça déjà. Pareil, le temps de rework, c'est le temps qu'on pourrait, si on le fait dans le meilleur des mondes, bien du premier coup, en évitant un maximum de friction. C'est du temps qu'on peut allouer sur la prochaine value analysis de notre côté, sur la prochaine fonctionnalité. Donc clairement, c'est le fait de penser typiquement en chaîne de production, se détacher peut-être un peu du monde digital et d'aller plus dans le monde de la production industrielle, par exemple, avec une chaîne de production chez Renault, par exemple. Si on bloque, s'il y a une pièce qui est défectueuse à la fin et qu'on bloque toute la chaîne de production, clairement, ça a un impact sur toute la chaîne de production et le nombre de tarifs horaires des personnes concernées. D'accord, c'est très clair. Et justement, après, je pense que tu réponds quand même un petit peu, c'est comment vous faites aussi pour vous y retrouver un peu dans toutes ces specs, parce que plus il y a de squads, plus il y a de projets différents qui tournent. Et justement, quand après, on doit partager cette information en interne à d'autres stakeholders, d'autres personnes qui veulent avoir une vue de tout ça, est-ce que l'outil Figma, justement, est assez adapté pour leur présenter ces nouvelles conceptions, ces nouveaux produits qui sont faits versus un Notion où on pourrait retrouver beaucoup plus facilement cette base de données, alors qu'un stakeholder qui ne s'y connaît pas forcément avec un outil comme Figma pourrait vite aller chercher cette information et pas forcément la trouver. Comment vous gérez un petit peu ça? Complètement. Alors, on n'a pas du tout killé Notion. On a quand même gardé, donc du coup, par exemple, on carte tous les projets dans Notion. Donc, on a des cartes pour chaque projet. On les déplace dans des Kanban, etc. Et du coup, on retrouve déjà toutes les fonctionnalités. Donc, on retrouve tous les documents de conception de la feature, l'analyse de valeur, les différents workshops qu'on a fait sur la faisabilité, etc. Donc, on a quand même des fichiers pour tous pour tout documenter sur Notion au niveau de la fonctionnalité. La partie spécification, du coup, juste la partie spécification est déportée sur Figma. Donc, pour la partie spécification, on a un lien dans Notion vers le Figma. On n'écrit plus toutes les spécifications dans Notion, mais on a quand même des deep links pour rediriger dans les spécifications Figma. Et côté collaboration, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Parce que justement, aujourd'hui, on a 12 équipes différentes
Et donc, dans Notion, il faut aller chercher les spécifications d'une certaine fonctionnalité qui a été développée il y a 2 mois parce qu'on veut la réutiliser dans un autre parcours dans une autre équipe. Clairement, dans Notion, c'est avec les nomenclatures différentes de chaque équipe, c'est compliqué. On peut vite passer une demi-heure, 1 heure à essayer de trouver le bon fichier, alors que dans Figma, c'est organisé par équipe, c'est organisé par feature, et après, il y a juste à rentrer dans la feature, dans la fonctionnalité qu'on cherche, ou dans la grande partie du produit qu'on cherche, et aller dans le flow qui nous concerne. Si c'est la création d'un compte ou l'édition de quelque chose, pour récupérer directement les spécifications fonctionnelles et les écrans associés. Dernier point là-dessus, que je n'ai peut-être pas précisé durant la présentation, mais qui est important en termes d'équipe produit, c'est aussi le fait de, nous, on crée des composants de nos écrans principaux. C'est-à-dire qu'on peut dupliquer l'instance de l'écran principal et copier cette instance dans la fonctionnalité sur laquelle on travaille. Et en faisant un clic droit, go to main composant, on arrive directement, si un développeur ou un product manager se rappelle plus de la fonction, enfin des behaviors sur un bouton ou sur un titre, ou sur un drop-down, par exemple un outil de filtre, il peut directement faire un clic droit, retourner dans la spécification maître et aller analyser le comportement et comprendre le comportement. D'accord. Ce qui est moins faisable dans Notion. Et ça me fait juste rebondir du coup sur un truc, j'ai peut-être pas bien compris. Est-ce que justement les écrans que vous faites, on va dire c'est vraiment sur la partie product design qui après vont passer dans la partie plus de spécification, est-ce que là c'est des fichiers qui sont dupliqués ou est-ce que justement c'est aussi un système de composants mais d'une page qui devient un composant qu'on duplique après dans la partie spec? Ou c'est vraiment un seul et même fichier qu'on déplace dans Non, non, on a vraiment une notion de séparation des fichiers. Okay. On va créer les main components, on va créer les composants dans la partie visual spec et dans la partie fichier de l'équipe. Là, on crée nos hardboards. On ne crée pas de composants, on crée des composants on crée des components pour les composants eux-mêmes qui sont liés au design system, mais on ne crée pas de composants d'écran. Les écrans, on les convertit en composants quand on a updaté les specs visuels et qu'on a ajouté un nouvel écran, par exemple, ou on update le main component existant avec les nouvelles spécifications ou les nouveaux composants qu'on vient d'ajouter. D'accord. On distingue vraiment les deux pour pas avoir de conflit. C'est très clair pour moi. Merci beaucoup pour tes réponses et ta présentation. Okay, donc on arrive dans le money time et du coup, je vais donner le micro à une dernière personne. Thomas, tu avais posé pas mal de questions sur la relation au dev, notamment à la tech, les questions de mise en prod, etc. Donc, si tu es dispo pour prendre ton micro, on t'a ouvert l'accès. Donc, à toi. Ok. Merci. Est-ce que vous m'entendrez bien? Ouais. Ouais, très bien. Oui, moi, je me posais des questions. C'était plus sur la coordination que vous avez entre les back-end et les front-end. Nous, c'est des questions qu'on a chez nous où souvent on se base beaucoup sur des Figma, mais on a beaucoup des back-end qui nous demandent d'avoir un peu des specs dédiés et qu'on leur parle plutôt d'API. Il y a toujours en plus ce compromis qu'on veut toujours que les tâches back-end soient faites en amont pour que le front-end puisse développer sur des API qui sont déjà existantes. Je ne me rendais pas compte comment les backs vivaient le fait de faire des choses sur Figma. Est-ce qu'ils avaient des specs dédiés? Et est-ce que ça vous arrivait que vos fronts fassent même des devs avant que les backs aient commencé à travailler, quoi? Ok, très clair. Alors, complètement, on a clairement les mêmes points de friction chez nous entre est-ce qu'il faut que les backs commencent avant les fronts avec potentiellement des mauvaises clés API ou des choses qui vont ne pas être réutilisées. Donc, on a clairement, je laisserai plus l'équipe tech parler de ça parce que j'ai peu de vision là-dessus. Mais par contre, sur la partie spécification visuelle, ça dépend vraiment des projets et des besoins des fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qui vont être très orientées complètement API, par exemple, où là, dans les spécifications fonctionnelles, on va mettre les liens des endpoints. Par exemple, dernièrement, on a refait notre navigation. Et là, clairement, on avait plein de clés d'URL à rentrer pour spécifier la bonne redirection sur la bonne URL de chaque élément de la navigation. Et clairement, on a ajouté tout ça dans les specs fonctionnels pour être sûr que les développeurs aient bien le bon endpoint vers lequel l'item de la navigation va pointer
directement dans les specs. Comme ça, on review tout ensemble, on est sûr d'avoir les bons endpoints et après, on peut transmettre. Et vos PM, est-ce qu'ils sont quelque part responsables de la spec sur la partie API ou est-ce que quand ils font une spec, ils font qu'une spec de user story qui est principalement basée sur le visuel, qui own un peu cette partie API vis-à-vis des bacs? Est-ce que c'est plutôt les PM ou c'est les fronts, que les devs qui s'organisent entre eux, quoi? Alors, clairement, c'est un peu des deux. Pareil, là, c'est typiquement lié au fonctionnement de chaque équipe aussi en interne. Et je dirais aussi lié à la nature du projet. Si les bacs ont déjà toutes les clés, qu'il y a juste quelques updates de clés, enfin de endpoint à faire, etc., ou une création d'un endpoint, clairement, ils le own de leur côté. On a des workshops pour ça en phase de value engineering. Donc, on a des workshops là-dessus et on a des syncs là-dessus. Et ouais, non, c'est à peu près ça. Ok. Et moi, je ne me rendais pas compte. Nous, nos bacs, quelque part, ils s'en fichent un peu d'aller voir les Figma. Alors, pourtant, c'est sur le principal de User Story. Je ne sais pas si je dois m'en inquiéter ou pas. Est-ce que vous, quand même, globalement, le Figma est au centre, quand même, les bacs se soucient beaucoup de la partie visuelle? Complètement. Oui. Ouais, oui. Pour te répondre, oui, complètement. Par exemple, quand on fait les workshops sur la faisabilité technique, on inclut souvent les bacs au kick-off et on planifie des workshops avec eux. Et on passe en revue les différentes solutions sur Figma pour voir les différentes expériences qu'on a sélectionnées, la target expérience vers laquelle on veut aller, et voir avec eux techniquement comment c'est faisable aussi bien d'un point de vue front que back. Est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'il y a des contraintes, etc. Ouais, je suis aligné avec ça. Hein. Je trouve ça. Je suis surpris que les bacs ils disent non, mais donnez-nous l'API qu'on doit faire. Alors, ça fait partie d'un process de création. C'est vrai que le visuel, il est assez central et ça permet aussi de débloquer la façon d'aborder le problème. Complètement. Ouais, complètement. Tout à fait. Canon. Bah, écoutez, merci. On a un peu dépassé le temps, mais il y avait vraiment beaucoup de questions. On sent, Alexis, qu'avec ton thème, tu as vraiment touché beaucoup de problématiques à la fois concrètes, techniques et organisationnelles, d'échanges avec les équipes tech, les produits. Donc vraiment fantastique.